Plaçons-nous dans un espace à 3 dimensions comme on a l'habitude ici sur Terre. On va restreindre cet espace à une seule dimension, comme on pourrait avoir ici comme une droite qui se poursuit à l'infini. Ou à 2 dimensions, comme ici cette étendue d'eau, ou alors cette étendue qui va jusqu'à l'horizon. Le sous-espace vectoriel, c'est exactement ça. C'est une restriction d'un espace vectoriel. Il va en posséder les mêmes propriétés. Première propriété, si on prend 2 vecteurs de ce sous-espace, alors la somme doit faire partie du sous-espace. Et le produit par un nombre réel quelconque appartient aussi au sous-espace. On rajoute à ces 2 propriétés le fait que le vecteur nul appartienne au sous-espace vectoriel. Ça, c'est pour s'assurer qu'il ne soit jamais vide. Ce sous-espace vectoriel, comme c'est une restriction de l'espace vectoriel, sa dimension doit être strictement plus petite que celle de l'espace vectoriel. Ainsi, si on se place dans R2, les sous-espaces vectoriels sont de dimension strictement inférieure à 2. Il ne reste que la valeur 1. Les sous-espaces possèdent donc un vecteur de base et ce sont donc des droites vectorielles. Regardons les représentations de ces sous-espaces vectoriels et donc de ces droites. On va partir de xy, un vecteur de la droite. Une première représentation serait sous la forme d'une équation. Ici, par exemple, une équation possible. J'attire votre attention sur le fait que cette équation elle est forcément égale à 0. Il n'y aura jamais de constante. Pourquoi? Parce qu'on est face à une droite vectorielle. Pour garantir les propriétés des espaces vectoriels et des sous-espaces vectoriels, il faut forcément que l'égalité soit à 0, sinon les propriétés d'addition ne sont pas respectées et de multiplication non plus. Donc prenons une équation d'une droite vectorielle, donc une équation à 0, et essayons de voir comment passer de cette équation de droite vectorielle à une base de cette même droite. Pour cela, on va écrire un des 2 coefficients en fonction de l'autre. Donc là, par exemple, j'ai choisi d'écrire x en fonction de y. Ça aurait pu être tout à fait pareil dans l'autre sens. Si je prends mon vecteur xy, s'il vérifie l'équation de notre droite D1, alors la première valeur, le x, doit valoir ce qui est donné au-dessus, caractérisé par l'équation. Je vais sortir le y. Faites très attention. On est comme une factorisation, sauf que la virgule, c'est bien une séparation entre 2 composantes, cette virgule que vous n'aimez pas et que vous voudriez me voir remplacer par un point-virgule. Cette séparation entre les 2 composantes, ici, se met donc devant quand elle est présente dans les 2. Donc ici, il me reste moins 3 demi 1. Cette valeur moins 3 demi 1 est véritablement la base de l'équation parce que je vois que tout vecteur s'écrit un coefficient fois le vecteur moins 3 demi 1. Donc cette base, elle pourrait être différente en multipliant par 2 ou pour n'importe quelle valeur. Ici, en multipliant par 2, on obtient moins 3, 2. Deuxième représentation, si je pars maintenant de la base d'une autre droite vectorielle que je vais appeler D2, et que je veux obtenir cette fois-ci une équation. Je vais considérer que le vecteur xy qui appartient à un des 2 et moins un 2 ne forment pas une base parce qu'ils sont liés puisque les 2 éléments appartiennent à la même droite. On va donc pouvoir faire le déterminant des 2 vecteurs et vérifier qu'il est bien égal à 0. Vous remarquez qu'ici, on voit apparaître l'équation. L'équation devient donc celle-ci ou n'importe quelle équation obtenue en multipliant cette dernière par une valeur quelconque. Ici, on a montré en multipliant par moins 1, on obtient une équation un petit peu plus simple. Les notations de ces droites vectorielles maintenant, elles vont se noter sous la forme d'ensemble. Ici, la droite, si on utilise l'équation, ce sera l'ensemble des vecteurs x, y qui vérifie l'équation. Je vous rappelle que ça veut dire tel que. xy appartient à R2, c'est-à-dire 2 composantes, tel que 2x plus 3y égale à 0. Si maintenant je choisis un u comme vecteur de base, une autre représentation serait de dire que D c'est l'ensemble des vecteurs v qui s'écrivent v égale a fois u, a appartenant à R, ou encore D qui vaut a fois u, a appartenant à R, a fois 1, 2 en remplaçant,
Ou alors, si on veut rentrer les A à l'intérieur, mais je vous l'accorde, cette notation n'est quand même pas la plus simple, A, 2A. On a tendance à utiliser plutôt les deux notations du milieu qui sont bien plus claires. Alors, nous allons nous positionner dans R3. Dans R3, les sous-espaces vectoriels sont de dimension forcément strictement inférieure à 3, puisque R3 est de dimension 3. On va avoir deux types de sous-espaces vectoriels. Des plans de dimension 2, puisqu'il y a ici deux vecteurs de base, deux directions pour mon plan. Ou alors des droites de dimension 1, une seule direction possible. Je rappelle que la dimension, c'est le nombre de vecteurs de base, et donc ça doit forcément être un nombre entier et strictement positif. On va faire une petite pause pour expliquer une notion dont on aura besoin juste après. Imaginons que j'arrive et que chaque rangée gris, beige et blanc appartient à un enfant différent dans une famille qui dorment tous les trois ensemble. Je vais vouloir ranger 3 paires de chaussettes et un caleçon qui appartiennent à mon premier enfant dans les tiroirs gris, une paire de chaussettes et 2 caleçons dans les tiroirs beige et 3 paires de chaussettes dans les blancs. Voilà. Je vais d'abord répartir. Je suis ordonnée et donc je vais décider de mettre les paires de chaussettes ici à gauche et les caleçons ici à droite. Et ensuite, une fois que j'aurai fait ça, eh bien je vais pouvoir mettre donc 3 ici et 1 là, 1 ici et 2 là, 3 ici et rien ici. Voilà, comme ça j'aurai bien mes paires de chaussettes sur ce côté-ci et mes caleçons sur ce côté-là. Eh bien avec les vecteurs, ça va être exactement la même chose. Si j'arrive avec 2 paires de chaussettes plus un caleçon pour le premier tiroir, une paire de chaussettes et 2 caleçons pour le deuxième tiroir, 3 paires de chaussettes sur le troisième tiroir, alors je vais pouvoir les ranger. Donc d'un côté toutes les paires de chaussettes, tout ce qui est en A, et de l'autre côté les caleçons, tout ce qui est en B. Voilà. Et dedans, ne mettre que les nombres qui sont concernés par le A et le B. Donc ici 2, 1 et 3 sur ma première composante, plus ce qui était ici au milieu, 1, 2 et 0 sur ma deuxième composante. Retournons cette fois-ci dans nos plans et dans R3. Donc, on va prendre x, y, z, un vecteur de ce plan. Là aussi, deux façons de définir ce plan, avec une équation ou avec une base. Je prends par exemple une équation du plan avec un élément avec x, y, z, ici toujours à 0. Je ferai remarquer qu'on pourrait très bien avoir une équation du plan où le x ou le y ou le z ne serait pas présent. Ça voudrait dire que le coefficient devant est tout simplement égal à 0 et c'est tout à fait autorisé même dans R3. Je vais écrire cette fois-ci encore un des éléments en fonction des deux autres. Ici, j'ai choisi Z par simplicité. J'aurais pu travailler avec X ou Y, ça n'aurait rien changé. Je vais donc le remplacer dans mon vecteur X, Y, Z qui appartient au plan. Ici, je retrouve l'élément. Comme je l'ai fait juste avant, je vais séparer tout ce qui est en X et tout ce qui est en Y. Et puis derrière, le X, je vais pouvoir le sortir. Et puis le Y, là encore, je vais pouvoir le sortir. Je vois apparaître deux vecteurs ici, qui sont justement mes deux vecteurs de base de mon plan. Alors évidemment, on a une infinité de vecteurs de base, parce que si j'avais écrit déjà x en fonction de y ou z, ou y en fonction de x et z, eh bien j'aurais eu des vecteurs différents. Il y a une infinité de bases possibles, et toute combinaison linéaire de ces deux vecteurs-là donnerait une autre base possible. Je ferai remarquer qu'une façon de vérifier qu'on ne s'est déjà pas trompé, c'est que évidemment les deux vecteurs doivent vérifier l'équation, ça c'est évident, et en plus ils ne doivent pas être collinéaires parce qu'une base forcément est composée de vecteurs linéairement indépendants. Ici, si je prends une base de P2, cette fois-ci, comment vais-je obtenir une équation? Je vais reprendre mon vecteur x, y, z, vecteur du plan. Il s'écrit donc comme combinaison linéaire de ces deux vecteurs, et donc en tous les trois mis ensemble, ils ne forment pas une base. Conclusion, si je fais le déterminant avec les trois, comme tout à l'heure avec les deux dans R2, eh bien j'obtiens un déterminant de 0, et c'est ce déterminant qui, par calcul, me permet d'obtenir l'équation. Donc mon équation qui est donnée ici, évidemment toute équation proportionnelle à cette dernière
pourrait donner une autre équation. En fait, il y a une infinité d'équations, mais toutes à coefficient près. En gros, il n'y en a qu'une si on simplifie au maximum et qu'on garde des valeurs entières. Donc là aussi, on va chercher à noter notre plan de plusieurs façons différentes. La première façon ici, en utilisant l'équation. Donc, comme tout à l'heure, x, y, z appartient à R3 tel que, etc. Ou alors, avec les deux vecteurs de base, qu'on va écrire W égale AU plus BV. Ou, ce qui est beaucoup plus courant, P égale A fois U plus BV tel que A et B appartiennent à R. U et V sont alors les deux vecteurs de base. Ou alors P égale A fois les composantes des deux vecteurs. Une autre écriture possible, c'est ces deux-là les plus courantes. Ou alors comme ceci. Je ferai remarquer que si on voulait faire un piège et mettre U et V comme deux vecteurs collinéaires, alors, eh bien ici, on ne serait pas face à un plan. L'écriture serait semblable, mais ce ne serait pas un plan vectoriel, mais bien une droite vectorielle. Poursuivons et terminons par les droites dans R3. Donc, on va reprendre une droite avec un vecteur de cette droite. Cette fois-ci, ce qui représente une droite, c'est un système d'équations. Donc ici, avec deux équations à trois inconnus, toujours pareil, une inconnue peut avoir disparu. On va utiliser Gauss pour réduire ce système de façon à exprimer x et y en fonction de z, ou z en fonction de x et y en fonction de x. Enfin, c'est pareil, on peut choisir d'autres composantes. Voilà. Donc là, j'ai choisi y et x en fonction de z. Une fois qu'on a ça, on vient les remplacer dans le vecteur x, y, z. On extrait le z et on fait apparaître ici le vecteur de base. Comme on est sur une droite, il n'y a bien qu'un seul vecteur de base, et toujours en multipliant ce vecteur par un réel, on obtient une autre base possible, par exemple ici en la multipliant par 5. Si maintenant on part d'un vecteur de base et qu'on veut obtenir les systèmes d'équations des droites, eh bien c'est un petit peu plus embêtant. On va considérer que D est l'intersection de deux plans, quelconques parce qu'il y a une infinité de plans qui peuvent composer D en intersection. On va donc choisir deux vecteurs au hasard et composer les deux plans qui correspondent à ces deux vecteurs au hasard. Donc ici l'équation du premier plan avec -1, 2, 0 et 1, 0, 0. Et ici du deuxième plan avec -1, 2, 0 et 1, 2, 3. La droite étant bien à l'intersection de ces deux plans, puisque c'est le vecteur directeur qui est commun. On obtient les deux équations et c'est ça qui nous donne notre système d'équations. Là, vous remarquez qu'il y a une infinité de systèmes d'équations et que même les uns et les autres peuvent être combinés de différentes façons suivant les vecteurs qu'on a choisis au départ. Donc, difficile de reconnaître deux droites identiques qui ont des systèmes d'équations différents. La notation, cette fois-ci, toujours la même, ou avec les deux équations, ou par rapport au vecteur. Poursuivons dans R4. Et non, c'était une blague, c'est fini là. Bravo d'avoir suivi jusqu'ici et à bientôt!